Dans la presse spécialisée du jour, on peut voir qu'un acheteur public a lancé un appel d'offres pour mettre en place des formations. 2 des lots de ce marché sont des formations en anglais et en bureautique. L'entreprise A et l'entreprise V souhaitent y répondre sur ces 2 lots. L'entreprise A voudrait y répondre conjointement avec l'entreprise B. Le principe de libre entreprise le leur permet. L'acheteur public ne peut ni l'interdire ni le refuser. On parle alors de groupement momentané d'entreprises ou de cotraitance. Dans ce cas, l'entreprise A est désignée comme mandataire. Elle représente le groupement et coordonne les prestations des membres du groupement. L'entreprise A ne pourra alors pas être mandataire d'un autre groupement pour ce marché. Parfois, l'acheteur interdit que les entreprises du groupement fassent partie d'un autre groupement, qu'elles soient mandataires ou non. L'acheteur peut également refuser que l'une de ces 2 entreprises agisse à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou de plusieurs groupements. Cela pour le marché ou pour certains de ces lots. L'entreprise V, quant à elle, voudrait répondre à l'appel d'offres seule et faire appel à l'entreprise W en sous-traitance. Dans ce cas, seule l'entreprise V, titulaire du marché, sera en relation contractuelle avec la personne publique. Elle sera également la responsable de l'exécution. La sous-traitance n'est possible que pour les marchés de travaux et de services. Quoi qu'il arrive, l'entreprise V ne pourra pas sous-traiter totalement le marché à l'entreprise W. Et le sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement, devront être acceptées par la personne publique. Dans chaque cas, il existe 2 façons de constituer la réponse. Dans le cas de la cotraitance, les entreprises A et B pourront se constituer en groupement conjoint ou en groupement solidaire. Dans le cas du groupement conjoint, chaque cotraitant n'est responsable que de la partie des prestations dont il a la charge. Il est même possible que le mandataire soit solidaire de chacun des membres du groupement pour l'exécution du marché. Dans le cas du groupement solidaire, chaque cotraitant est financièrement responsable de l'ensemble du marché et de son exécution. Cela même s'il n'en réalise qu'une partie. Si l'entreprise A n'arrive pas à réaliser la totalité de ses prestations, l'entreprise B devra s'y substituer. Pour le groupement solidaire, le cahier des clauses administratives générales peut soit prévoir l'ouverture d'un compte unique spécifique pour le groupement, soit laisser la possibilité de paiement à des comptes séparés si les prestations de chacun sont clairement identifiées. Quel que soit le type de groupement, il est préférable qu'une convention écrite soit passée entre les différentes entreprises. Cela permet de définir les règles de fonctionnement du groupement, en plus de la convention signée entre le mandataire et le pouvoir adjudicateur. Cette convention devra comporter ces mentions. La nature juridique du groupement, c'est-à-dire s'il s'agit d'un groupement conjoint ou solidaire. L'étendue et la durée de la solidarité, ce sont les rôles de chacun et les actions en cas de retard ou de défaillance d'une des entreprises du groupement. La désignation, l'étendue de la mission et la rémunération du mandataire. Le rôle et les responsabilités de chacun. La gestion financière et bancaire du groupement, si le paiement se fait directement à chacun des membres du groupement, ou si le paiement se fait au mandataire qui reverse au cotraitant. Les assurances demandées, la durée de convention. Dans le cas de la sous-traitance, l'entreprise V pourra faire appel à l'entreprise W pour sa spécialité ou pour sa capacité. Dans le cas de la sous-traitance de spécialité, l'entreprise W se voit confier une partie des prestations du marché pour lesquelles l'entreprise V n'a pas le savoir-faire suffisant. Dans le cas de la sous-traitance de capacité, l'objectif pour l'entreprise V est de disposer de moyens supplémentaires grâce à l'entreprise W. La demande de sous-traitance peut être présentée au moment du dépôt de l'offre ou après. Si elle est présentée au moment du dépôt de l'offre, elle doit mentionner, dans le DC4, certaines informations pour identifier le sous-traitant, délimiter le périmètre de son action sur le marché et les conditions de paiement. Le sous-traitant doit aussi déclarer ne pas être sous le coup d'une interdiction d'accéder au marché public. Dans ce cas, la notification du marché public vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement prévues. Si elle est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire doit remettre une déclaration qui contient les mêmes renseignements.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement doivent alors faire l'objet d'un acte spécial signé des deux parties, acheteur public et entreprise. Cet acte doit reprendre tous les renseignements mentionnés dans la demande du titulaire du marché. Le silence de l'acheteur public pendant plus de 21 jours après la réception des demandes vaut acceptation du sous-traitant.